Bismillahirrahmanirrahim. Module de biologie. L'objectif de l'enseignement du module de biologie est de connaître les principaux groupes d'organismes vivants. Le programme du semestre 1 sera consacré à la présentation du règne animal et de connaître les différents groupes zoologiques. Par contre, dans le semestre 2, nous aborderons la systématique des grands groupes du règne végétal, suivi de notions d'écologie. Dans ce premier chapitre, généralité, quelques notions de base de la classification seront développées afin de bien comprendre la classification des différents groupes d'êtres vivants. Avant d'entamer la classification des êtres vivants, définissons d'abord l'être vivant. Un être vivant est un organisme qui est doté de la vie. Cela veut dire que cet organisme naît, grandit, se nourrit, respire, rejette des déchets, se reproduit et meurt. Tous les êtres vivants sont constitués d'une ou plusieurs cellules. La cellule est l'unité de base vivante, structurale et fonctionnelle de tous les organismes vivants. C'est-à-dire que cette cellule a une structure bien précise ainsi qu'une fonction bien précise. Il existe diverses techniques permettant d'étudier la cellule, telles que la microscopie photonique, la microscopie électronique, la culture in vitro. On a aussi le fractionnement cellulaire, on a aussi l'étude cytochimique et autres techniques. Ces différentes techniques ont permis de différencier deux grands types cellulaires. Donc, ces deux grands types cellulaires sont la cellule eucaryote et la cellule prokaryote. Commençons par la cellule eucaryote. E veut dire vrai, donc vrai noyau. Cellule possédant un vrai noyau limité par l'enveloppe nucléaire et qui contient le matériel génétique sous forme d'ADN. Cette cellule eucaryote renferme un cytoplasme hautement structuré contenant le cytosol. Le cytosol est un gel où se font toutes les réactions biochimiques de la cellule, où baignent de nombreux organites spécifiques. Cette cellule eucaryote, elle est limitée par une membrane plasmique. Revenons aux organites cellulaires. La cellule renferme divers organites tels que le réticulum endoplasmique rugueux, dont le rôle principal est la synthèse des protéines, le réticulum endoplasmique lisse, qui a un rôle dans la synthèse des lipides et plus particulièrement dans la synthèse des phospholipides de la membrane plasmique, le centrosome qui a un rôle dans la division cellulaire, les ribosomes qui ont un rôle dans la traduction de l'ARN messager, en protéines, l'appareil de Golgi qui a un rôle dans la maturation des protéines, les mitochondries qui ont un rôle dans la production de l'énergie sous forme d'ATP. Et enfin, on a les lysosomes. Donc les lysosomes sont considérés comme la poubelle de la cellule. Tous les éléments indésirables de la cellule sont dégradés dans les lysosomes. Donc, ces lysosomes contiennent des hydrolases, ce sont des enzymes, telles que les protéases qui dégradent les protéines et les lipases qui dégradent les lipides, et d'autres enzymes telles que les RNases, etc. Donc, il existe d'autres organites dans la cellule, tels que les peroxysomes, etc. Donc, tous les êtres qui sont constitués de cellules eucaryotes, on les appelle les êtres eucaryotes. Ces êtres eucaryotes sont divisés en 4 grands groupes. On a les animaux, les végétaux, les champignons et les protistes. Commençons par les animaux. Les animaux sont des êtres eucaryotes. L'unité de base constituant ces êtres est la cellule animale. Sa principale caractéristique est la présence du centrosome au sein du cytoplasme. Ce centrosome est un organite non membrané, c'est-à-dire qu'il n'est pas entouré d'une membrane. Il a un rôle principal dans la division cellulaire. Les animaux sont pluricellulaires, donc ils sont formés d'un grand nombre de cellules associées pour constituer des tissus, puis des ensembles fonctionnels ou organes, et les organes s'assemblent aussi pour former des appareils tels que l'appareil circulatoire, génital, appareil urinaire, etc. Les animaux sont des êtres hétérotrophes.
Qu'est-ce que ça veut dire hétérotrophe? Ça veut dire que ces animaux, ce sont des êtres qui prélèvent dans le milieu extérieur les substances organiques dont ils ont besoin. Tout simplement, ces animaux se nourrissent de constituants organiques préexistants. Le deuxième groupe des eucaryotes, ce sont les végétaux. Les végétaux sont des eucaryotes. Les cellules végétales sont les unités élémentaires très nombreuses constituant ces organismes végétaux. Donc, ces végétaux sont pluricellulaires. La cellule végétale se distingue par plusieurs caractéristiques, telles que la présence de la paroi pectocellulosique, la présence des plastes, en particulier les chloroplastes, qui contiennent la chlorophylle. La chlorophylle est un pigment qui intervient dans la photosynthèse. Les végétaux sont autotrophes, c'est-à-dire que les végétaux produisent leurs matières organiques. Le troisième groupe des eucaryotes, c'est le groupe des champignons ou les eumycètes. Les eumycètes sont des êtres eucaryotes pluricellulaires. Les cellules des champignons sont pourvues d'une paroi chitineuse. La chitine, c'est un polysaccharide azoté. Les polysaccharides, tout simplement, sont des glucides complexes. Les champignons sont hétérotrophes vis-à-vis du carbone. Le quatrième groupe, c'est le groupe des protistes. Le groupe des protistes renferme tous les êtres eucaryotes unicellulaires, c'est-à-dire tous les êtres eucaryotes formés d'une seule cellule. Les protistes, à leur tour, ils sont divisés en trois groupes. On a les protozoaires, les algues et les protomycètes. Donc, commençons par les protozoaires. Les protozoaires sont considérés comme des animaux unicellulaires avec toutes les caractéristiques d'une cellule animale, notamment la présence du centrosome. Le centrosome est l'organite cellulaire spécifique de la cellule animale. Les protozoaires ont le même mode de nutrition que les animaux, c'est-à-dire ils sont hétérotrophes. Comme exemple de protozoaires, donc on a la paramécie, on a le plasmodium. Le plasmodium, c'est un parasite responsable du paludisme, la malaria. On a aussi comme exemple le parasite trypanosome responsable de la maladie de sommeil, bien sûr par l'intermédiaire de la mouche tsetse. On a aussi comme exemple de protozoaires le groupe des foraminifères. Les foraminifères sont des protozoaires utilisés en géologie pour la datation des roches sédimentaires. Deuxième groupe des protistes, on a les algues. Les algues sont des êtres proches des plantes, c'est-à-dire avec toutes les caractéristiques d'une cellule végétale, avec présence de la paroi pectocellulosique. Cette paroi peut s'imprégner de substances minérales telles que la silice. On a le groupe des diatomées. Les diatomées sont des algues qui sont entourées par un test ou une petite coque en silice. Donc, le cytoplasme des algues renferme aussi les chloroplastes. Donc, ces algues sont des êtres photosynthétiques, c'est-à-dire elles réalisent la photosynthèse oxygénique telle qu'elle est réalisée par les plantes. Comme exemple d'algues, on a les diatomées, on a le genre Corella. Corella, c'est une algue verte unicellulaire d'eau douce. Troisième groupe de protistes, on a les protomycètes ou protistes fongiformes. Ces protistes ont à affinité avec les champignons. On a comme exemple les moisissures. Deuxième type de cellule, c'est la cellule prokaryote. La cellule prokaryote, son noyau, cellule qui ne comporte pas de noyau véritable. La cellule prokaryote est caractérisée par un matériel génétique libre dans le cytoplasme. Ce matériel est un chromosome circulaire unique, non limité par une enveloppe nucléaire. La cellule prokaryote ne comporte presque jamais d'organites membranés, c'est-à-dire que la cellule prokaryote ne renferme pas d'organites cellulaires tels que les mitochondries, l'appareil de Golgi, le réticulum endoplasmique, pas de chloroplastes. La seule exception étant les thylakoïdes chez les cyanobactéries.
Les cyanobactéries sont des eubactéries qui réalisent la photosynthèse oxygénique. Dans le cytoplasme de ces cyanobactéries, on ne trouve que les membranes thylakoïdes. Dans les membranes thylakoïdes se trouve la chlorophylle qui est le pigment donc, qui intervient dans la photosynthèse. Les êtres prokaryotes sont formés de cellules prokaryotes. Ils sont divisés en deux grands groupes. On a les eubactéries et les archéobactéries. Pendant longtemps, prokaryote a été synonyme de bactéries jusqu'à la séparation des eubactéries et des archéobactéries. En 1977, Carl Huss, c'est un microbiologiste américain, propose de diviser les prokaryotes entre les bactéries et les archéobactéries en raison des grandes différences de la structure et de la génétique des deux groupes. La principale caractéristique des archéobactéries est leur capacité à survivre dans les milieux extrêmes. Donc, on appelle les archées sont considérés comme des êtres extrémophiles. Donc, extrémophiles, car ils peuvent survivre dans des milieux extrêmes tels que les eaux très acides, les eaux très salées, les eaux très chaudes à une température supérieure à 120 degrés Celsius, même des eaux très froides à une température inférieure à 0 degré Celsius. Bien que d'entre elles, c'est-à-dire entre les archées, existent des archées qui vivent dans des milieux plus cléments, c'est-à-dire qui vivent dans des conditions normales. On existe, par exemple, dans nos intestins, existent des archées qu'on appelle les archées méthanogènes. Méthane, c'est le méthane, le CH4, gène, c'est la genèse, c'est la formation. Donc, ce sont des archées qui produisent du méthane. Une petite remarque. Les virus ne sont pas des êtres vivants. Les virus sont des parasites obligatoires d'hôtes spécifiques eucaryotes ou prokaryotes. Les virus parasitent des cellules vivantes. Une fois à l'intérieur de la cellule, ils détournent sa machine cellulaire pour synthétiser leurs protéines et pour répliquer leur génome. Le génome des virus peut être un ADN double brin ou simple brin ou un ARN double brin ou simple brin, mais jamais les deux ensemble. Donc, les virus ne sont pas des êtres vivants. Les virus sont des parasites obligatoires. Une fois des parasites obligatoires des cellules vivantes. Une fois à l'intérieur de la cellule, ils utilisent les protéines, les enzymes, les nucléotides de la cellule afin de synthétiser leurs protéines, leur enveloppe et de répliquer leur génome, c'est-à-dire se multiplier. Deuxième notion, c'est la notion de systématique. La systématique, c'est la branche de la biologie qui traite la classification des organismes vivants. Le principal central de cette discipline est de regrouper ces organismes qui partagent certaines similitudes anatomiques, biologiques, embryonnaires, génétiques, etc. Donc, je redéfinis la systématique. La systématique, le but de la systématique est de regrouper tous les êtres vivants qui possèdent en commun certains caractères. Ces caractères peuvent être embryonnaires, génétiques, anatomiques, physiologiques, donc qui regroupent ces êtres vivants dans des groupes ou bien dans des catégories ou bien plus précisément dans des taxa. Deux grandes formes de classification se sont succédées. On a la classification classique et la classification phylogénétique. La classification classique traditionnelle, elle est ancienne par rapport à la classification phylogénétique qui est la classification moderne. La classification traditionnelle classique, cette classification, elle est issue de celle de Linné. Linné, c'est un naturaliste suédois, Carl von Linné, 1707-1778. Cette classification est fondée essentiellement sur les caractères phénotypiques, c'est-à-dire les ressemblances morphologiques. Généralement, le critère utilisé est la présence d'un caractère
qui s'opposent à son absence. Exemple, on a les vertébrés, le groupe des vertébrés et le groupe des invertébrés. Les vertébrés, ce sont tous les animaux qui possèdent un squelette osseux ou cartilagineux et qui comportent en particulier une colonne vertébrale. Comme être vertébré, l'homme c'est un vertébré, les amphibiens tels que la grenouille, les reptiles tels que le serpent et aussi les poissons. Bon, certains poissons ont un squelette cartilagineux comme le requin, la raie. D'autres poissons possèdent un squelette osseux tel que la sardine. Donc, on a deux groupes, on a les vertébrés et les invertébrés. Le groupe des vertébrés possède ou ont un squelette, par contre, les invertébrés, tout simplement, n'ont pas de squelette. Un autre exemple, avant, on classait les plantes en deux groupes. Il existe les plantes à fleurs et les plantes sans fleurs. Les plantes à fleurs qui portent les fruits et les fleurs. Par contre, les plantes sans fleurs sont les plantes, c'est-à-dire dépourvues de fleurs, telles que les mousses et les fougères. Les méthodes de la classification classique ont été dominantes jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle, marquée par l'apparition en 1950 de la classification phylogénétique. La classification phylogénétique. Cette classification est basée sur les dernières avancées sur l'ADN. C'est une classification qui repose sur la phylogénie. C'est quoi la phylogénie? La phylogénie est l'étude des relations de parenté. Donc, cette classification phylogénétique regroupe tous les êtres vivants selon leurs liens de parenté. Donc, ces liens de parenté sont établis selon des critères ou des caractères anatomiques, physiologiques, génétiques. Donc, afin de savoir si certaines espèces ont des liens de parenté, on vérifie certains caractères tels que l'anatomie, la composition des protéines. On peut utiliser aussi l'embryologie, l'ADN, l'ARN. Donc, prenons le premier exemple. Donc, l'anatomie. En comparant les membres antérieurs des différents groupes de vertébrés, cheval, chauve-souris, l'homme, baleine, je peux prendre n'importe quel vertébré, par exemple le chat, nous constatons que les membres antérieurs de ces vertébrés ont la même architecture de base et des os similaires, donc même plan d'organisation. Cette homologie anatomique est le signe d'une parenté entre ces groupes de vertébrés. On peut supposer l'existence dans le passé d'un ancêtre commun à ces différents groupes, c'est-à-dire qu'ils descendent d'un même ancêtre. Il faut faire la différence entre caractère homologue et caractère analogue. Donc, un caractère homologue est un caractère. Les caractères homologues sont des caractères semblables hérités d'un ancêtre commun, c'est-à-dire que ces caractères homologues ont la même origine. Par contre, les caractères analogues sont des caractères qui se ressemblent et qui ne sont pas liés par un héritage évolutif. Par exemple, l'aile de la chauve-souris qui est un mammifère et l'aile du papillon qui est un insecte. On peut vérifier aussi ce lien de parenté à partir de la composition des protéines. Bon, définissons d'abord les protéines. Donc, les protéines sont des macromolécules responsables de plusieurs fonctions essentielles à la vie des organismes vivants. Il existe plusieurs types de protéines. Par exemple, l'insuline est une hormone, c'est une protéine. Les anticorps, c'est des protéines. L'hémoglobine du sang, c'est une protéine. Il existe des protéines de structure telles que la kératine des cheveux. Il existe des protéines motrices telles que l'actine et la myosine qui sont responsables de la contraction musculaire. Il existe aussi les protéines digestives, etc. Donc, en terminale, vous avez vu la synthèse des protéines. Donc, nous connaissons tous que la synthèse des protéines est le processus de fabrication des protéines à partir de l'information portée par les gènes. Donc, la synthèse des protéines est l'acte par lequel la cellule assemble des acides aminés afin de former des protéines, bien sûr selon l'information
contenu dans le gène. Donc, ce gène se transcrit en ARN messager, puis sort du noyau pour être traduit dans le cytoplasme en protéines par les ribosomes. On sait aussi que les protéines sont constituées de plusieurs séquences d'acides aminés. Donc, on peut connaître l'existence de liens de parenté entre certains organismes en comparant ces séquences d'acides aminés. Plus les séquences d'acides aminés sont rapprochées, plus les organismes ont un lien de parenté. Prenons ici l'exemple de l'hémoglobine. Donc, l'hémoglobine, c'est quoi? L'hémoglobine, c'est une métalloprotéine. Métallométal, c'est une protéine contenant du fer. Donc, c'est une protéine présente au sein des globules rouges des vertébrés. En comparant la séquence d'acides aminés de l'hémoglobine humaine avec celle d'autres vertébrés, tels que le cheval, la baleine, on peut prendre la souris, la grenouille, le poulet. Donc, plus la séquence des acides aminés est rapprochée, plus les organismes ont un lien de parenté. Donc, prenons l'exemple de ce graphe qui résume la comparaison de la séquence d'acides aminés de l'hémoglobine de plusieurs vertébrés. Donc, nous constatons de ce graphe que, par exemple, pour le singe, 95%, le pourcentage 95% d'acides aminés sont identiques aux acides aminés de l'hémoglobine humaine. Donc, pour la souris, 87% d'acides aminés identiques aux acides aminés de l'hémoglobine de l'homme. Pour le poulet, 69% d'acides aminés identiques aux acides aminés de l'hémoglobine de l'homme. Et enfin, on a lamproie. Lamproie, tout simplement, c'est un poisson sans mâchoire. Le pourcentage d'acides aminés identiques aux acides aminés de l'hémoglobine humaine, bien sûr avec lamproie, il est de 14%. Nous constatons que le pourcentage d'acides aminés identiques aux acides aminés de l'hémoglobine humaine est celui du singe, donc 95%. Donc, le plus proche parent de l'homme, donc, c'est le singe. On peut vérifier aussi ce lien de parenté, on peut utiliser par exemple aussi l'ADN. Chez l'être humain et le chimpanzé, 98% des gènes sont les mêmes. Chez le singe rhésus, le macaque, 93% des gènes sont les mêmes. Donc, en résumé, le partage entre espèces d'un caractère ou d'un certain nombre de caractères est un indice de lien de parenté et de l'éventualité d'origine commune, remontant jusqu'à un ancêtre commun, le premier à avoir développé ce caractère.